Le moment où j'ai réalisé que ma famille m'avait transformé en leur distributeur automatique personnel, ce n'est pas quand ma sœur a usurpé mon identité. Ce n'était même pas quand mes parents s'attendaient à ce que je finance leur train de vie alors que je peinais à payer le mien. Non, c'était le soir où ils m'ont tendu une note de restaurant de 1500 $ pour une célébration dont j'avais été délibérément exclue, puis m'ont ri au nez quand je l'ai contesté. Je m'appelle Andrea Parker et cette nuit-là, la vérité m'a frappé comme un coup de poing au Belanti, un restaurant italien haut de gamme avec des nappes blanches et du vin qui coûtait plus cher la bouteille que mon budget d'épicerie hebdomadaire. Alors que je me tenais là, regardant les 15 membres de ma famille affalés autour d'une table d'assiettes vides et de verres de vin vidés, quelque chose en moi s'est finalement libéré. Mais je m'avance un peu. Pour comprendre comment j'ai fini par financer un dîner d'anniversaire que je n'ai jamais mangé, vous devez savoir comment je suis devenu le compte en banque ambulant de ma famille. Tout a commencé assez innocemment. J'avais 24 ans, fraîchement diplômée de l'université, quand maman a appelé pour dire qu'ils étaient à court pour le prêt immobilier. Papa avait de nouveau été licencié. Pouvais-je aider, juste pour cette fois? Bien sûr, ai-je dit sans hésiter. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? On prend soin les uns des autres. Sauf que, juste pour cette fois, est devenu chaque mois pendant 2 ans. Le prêt immobilier est devenu les paiements de la voiture. Les paiements de la voiture sont devenus les factures de service public. Les factures de service public sont devenues des dettes de carte de crédit qu'ils avaient accumulées d'une manière ou d'une autre pendant que je payais pour tout le reste. Et quand ma sœur Amber a obtenu son diplôme, devinez qui a commencé à payer son loyer parce que son nouveau travail ne payait pas encore assez? J'avais 28 ans, je travaillais dans une entreprise technologique en centre-ville, gagnant un salaire décent pour la première fois de ma vie. Pas riche, loin de là, mais assez à l'aise pour me payer mon propre appartement, payer mes factures, et peut-être, juste peut-être, mettre un peu d'argent de côté. Ou du moins, c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Au lieu de ça, je vivais d'un salaire à l'autre, regardant mon compte en banque se vider plus vite que je ne pouvais le remplir. Me demandant toujours où allait mon argent. La réponse était sous mes yeux. Je ne subvenais pas seulement à mes propres besoins. Je finançais le train de vie de toute ma famille, une urgence à la fois. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire. Je continuais à croire qu'il me rembourserait quand les choses iraient mieux. Je m'accrochais à l'idée que c'était ce que les familles faisaient. Nous nous aidions mutuellement à traverser les périodes difficiles. Mais en y repensant maintenant, je vois la vérité avec une clarté douloureuse. J'étais la seule à aider. J'étais la seule à faire des sacrifices. J'étais la seule qui ne pouvait pas se permettre de vivre sa propre vie parce que j'étais trop occupée à financer la leur. Le dîner d'anniversaire était censé être différent. Pour une fois, j'avais hâte d'assister à une réunion de famille qui ne serait pas centrée sur ce que je pouvais payer, mais sur la célébration de quelque chose de significatif, les 30 ans de mariage de mes parents. Maman préparait ça depuis des semaines, parlant sans cesse de Belanti, ce restaurant italien chic qui venait d'ouvrir en centre-ville. 15 personnes étaient invitées, tantes, oncles, cousins, tout le cirque familial élargi. La réservation est à 19h précise, m'avait rappelé maman 3 fois cette semaine-là. N'ose pas être en retard, Andrea. C'est important. Je l'avais noté dans mon calendrier, mis des rappels sur mon téléphone, et j'avais même quitté le travail plus tôt pour être sûr d'avoir amplement le temps de me préparer. Mais l'univers avait d'autres plans. À 18h, alors que j'éteignais mon ordinateur, mon patron s'est matérialisé à mon bureau avec ce regard, celui qui signifiait que ma soirée était sur le point d'imploser. Andrea, je déteste faire ça, mais nous avons une urgence client. Le comte Peterson a des pannes système et il menace de résilier leur contrat si nous ne réglons pas ça ce soir. Mon estomac s'est noué instantanément. J'ai le dîner d'anniversaire de mes parents dans 1 heure. Je sais, juste 5 minutes. 10 tout au plus. Je te promets qu'on te sortira de là. Ces 5 minutes se sont transformées en 30. Chaque fois que j'essayais de partir, une autre crise surgissait. Un autre email urgent exigeait mon attention immédiate. J'ai regardé l'horloge passer 18h30. Puis 18h45, mes mains tremblaient littéralement en tapant.
Quand je me suis enfin libérée à 18h45, j'ai couru vers ma voiture, cherchant mes clés maladroitement tandis que l'anxiété me serrait la gorge. Le trajet jusqu'à Bellanti ressemblait à un cauchemar au ralenti. Chaque feu rouge durait une éternité. Chaque conducteur lent semblait se positionner délibérément devant moi. Je n'arrêtais pas de vérifier l'heure sur mon tableau de bord, voyant 19 heures arriver et passer alors que j'étais coincé dans un trafic qui semblait personnellement vindicatif. Au moment où je me suis garé sur le parking de Bellanti à 19h30, je répétais déjà mes excuses. Je savais que maman serait contrariée, mais je pensais que tout le monde comprendrait. Les urgences au travail, ça arrive. La famille pardonne. L'hôtesse m'a dirigé vers le fond du restaurant, et je me suis dépêché à travers la salle à manger, mes talons claquant sur le carrelage alors que je naviguais entre les tables d'autres familles profitant de leur célébration. Mais la scène qui m'a accueilli n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Pas du tout. Au lieu de gens m'attendant pour que le dîner puisse commencer, j'ai trouvé 15 membres de ma famille affalés autour d'une table couverte d'assiettes vides, de verres de vin vidés jusqu'à la lie et de serviettes froissées éparpillées comme des confettis. Cela ressemblait au reste d'un festin, pas au début d'un. Salut tout le monde, désolé d'être en retard, ai-je dit en tirant la seule chaise vide qu'il m'avait laissée. Le travail était fou, mais je suis là maintenant. C'est alors que j'ai remarqué les visages se tournant vers moi, et les expressions n'étaient pas celles que j'attendais. Ma tante Gwendaline souriait comme si elle connaissait une blague que j'ignorais. Mon cousin Tyler essayait de cacher un sourire narquois derrière son verre de vin. Même mon père, habituellement le pacificateur, avait ce sourire étrange qui jouait au coin de sa bouche. Ma mère m'a regardé avec une expression écœurante de douceur et a porté le premier coup avec l'air désinvolte de quelqu'un commentant la météo. Oh chérie, nous avons avancé le dîner de 2 heures. Tout le monde avait si faim. Je l'ai regardé fixement, les mots n'ayant pas tout à fait de sens. Quoi? Mais la réservation était à 19 heures. Je l'ai confirmé avec toi ce matin. Eh bien, dit-elle, sa voix prenant ce ton condescendant que j'avais entendu 1000 fois auparavant. On ne pensait pas que tu viendrais vraiment. Tu es toujours si occupé avec le travail et tout. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ma mâchoire est littéralement tombée alors que je digérais ce qu'elle venait de dire. Ils avaient avancé le dîner d'anniversaire de mes parents, un dîner que j'attendais avec impatience depuis des semaines, sans me le dire parce qu'ils supposaient que je ne viendrais pas. Tu es sérieuse, là? Ai-je réussi à articuler? Je t'ai dit 3 fois cette semaine que je serais là. J'ai même quitté le travail plus tôt. C'est alors que ma sœur Amber est intervenue, montrant les restes du repas avec l'enthousiasme de quelqu'un offrant des restes de table à un chien errant. Regarde, il reste encore plein de nourriture. Tu peux manger les restes. J'ai suivi son geste pour voir ce qui restait de leur célébration. Des graissins à moitié mangés qui avaient refroidi. Des pâtes congédiées dans des plats de service qui semblaient avoir été picorés par des vautours. Et les tristes restes d'une salade qui avait clairement connu des jours meilleurs. C'était ce qu'il m'offrait, les miettes d'un dîner dont il m'avait délibérément exclu. Mon estomac s'est retourné, et pas seulement de faim. C'est de la folie, dis-je, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Pourquoi personne ne m'a appelé pour le changement d'heure? Mon père s'est éclairci la gorge, semblant mal à l'aise pour la première fois depuis mon arrivée. Andy, on s'est juste dit qu'avec ton emploi du temps. Mais maman l'a interrompu en sortant de son sac un morceau de papier plié. Le mouvement était théâtral, répété, comme si elle avait attendu ce moment toute la soirée. Puisque tu es là maintenant, dit-elle en me tendant le papier avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est le moment parfait. Tu peux t'occuper de ça. J'ai pris le papier et l'ai déplié, mes yeux parcourant le contenu avant que mon cerveau ne puisse pleinement traiter ce que je voyais. C'était l'addition du dîner. 1500 $. J'ai lu le chiffre 2 fois, puis 3 fois, certaine que je devais mal comprendre quelque chose. 1500 $ pour un dîner que je n'avais pas mangé, pour une célébration dont il m'avait délibérément exclu. Maman, dis-je lentement. Ça doit être une blague. Son sourire s'est élargi et il y avait quelque chose de presque prédateur. Oh, je ne plaisante jamais avec l'argent, ma chérie.
Tu as ce super travail et pas d'enfant ou de mari pour dépenser de l'argent. C'est facile pour toi. C'est là que les rires ont commencé. Pas des rires polis ou des gloussements gênés, mais de vrais rires francs. Mon oncle Gérald s'étouffait presque avec son vin. Ma tante Gwendaline essuyait des larmes de ses yeux. Même les cousins avec qui j'avais grandi, ceux avec qui j'avais joué lors des réunions de famille pendant des décennies, se joignaient au cœur d'amusement à mes dépens. C'est exactement la bonne décision, a réussi à dire ma tante Gwendaline entre deux éclats de rire. Les enfants plus âgés doivent aider leurs parents. C'est ce que fait la famille. Je me sentais comme piégée dans une sorte de cauchemar surréaliste. Êtes-vous tous sérieux en ce moment ? Mon père s'est penché en arrière dans sa chaise, son malaise antérieur remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Allez, Andy. Tu nous aides toujours. C'est comme notre tradition familiale maintenant. Tu paies les grosses factures. On passe un bon moment. Ne brise pas la tradition. D'autres rires ont éclaté autour de la table. Mon oncle Gérald a levé son verre de vin dans un toast moqueur, notre distributeur familial. Et puis ma sœur, ma propre sœur, la personne dont je payais le loyer depuis qu'elle avait obtenu son diplôme, a crié avec un enthousiasme ivre, « Ouais, notre distributeur qui n'a pas besoin de code PIN. » Les blagues ont continué à fuser. Ils ont parlé de comment j'étais leur banque personnelle, de la chance qu'ils avaient d'avoir quelqu'un pour tout payer, de comment je devrais être reconnaissante qu'ils m'invitent même à des événements que j'étais censée financer. Chaque commentaire frappait comme une gifle, et je suis restée assise là, absorbant tout, regardant ces gens que j'avais aimés et soutenus pendant des années révéler exactement ce qu'ils pensaient de moi. Mais quelque chose d'étrange s'est produit alors que j'écoutais leur rire. Au lieu de me mettre en colère, j'ai commencé à me sentir presque soulagée. Comme si, enfin, après toutes ces années, j'entendais la vérité. Bien sûr, ils étaient ivres et leur filtre était désactivé, mais les gens ivres disent la vérité, n'est-ce pas ? C'était ce qu'ils pensaient vraiment de moi. Ce qu'ils disaient probablement dans mon dos depuis des années. J'ai baissé les yeux sur l'addition dans mes mains. 1500$ pour un dîner que je n'avais pas mangé, à une célébration qu'ils avaient avancée sans me le dire. Entouré de gens qui ne me voyaient que comme une source de financement pour leur bon moment. C'est alors que j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie. J'ai déchiré l'addition en deux, puis encore en deux, et encore, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que des confettis dans mes paumes. Joyeux anniversaire à tous, dis-je en me levant et en laissant les morceaux flotter sur la table comme de la neige. Les rires se sont arrêtés immédiatement, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. J'ai attrapé mon sac à main et j'ai commencé à marcher vers la sortie, mes talons claquant sur le sol avec un rythme qui ressemblait presque à des applaudissements. Derrière moi, j'entendais maman appeler mon nom, sa voix aiguë de panique. Mais je ne me suis pas retournée. J'ai continué à marcher, passant devant les autres convives qui regardaient maintenant leur table, devant l'hôtesse qui avait l'air mortifiée. Passant devant la vie que j'avais vécue, où ma valeur se mesurait en dollars et mon amour était tenu pour acquis. Au moment où j'ai atteint ma voiture, mes mains tremblaient. Pas de colère, bien qu'il y en ait eu beaucoup, mais de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait presque à de la liberté. Le trajet de retour a été un flou de lampadaires et de pensées qui fusaient. Je n'arrêtais pas de rejouer la soirée dans ma tête, mais au lieu de me concentrer sur la blessure et l'embarras, je me suis surprise à penser à toutes les autres fois où on s'était attendu à ce que je paie pour les bons moments de tout le monde. Le schéma était si clair maintenant que je n'arrivais pas à croire que je l'avais manqué si longtemps. Quand je suis rentrée chez moi, mon téléphone devenait déjà fou. 15 appels manqués, 23 SMS, et ils continuaient d'arriver. Amber, tu dois revenir tout de suite et payer cette facture. Maman. Andrea, c'est embarrassant. Reviens ici. Papa. Ta mère pleure. Règle ça. D'autres SMS ont inondé mon téléphone toute la nuit. Tous des variations sur le même thème. J'avais tort. J'étais égoïste. Je détruisais la famille pour de l'argent. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Ils m'accusaient de tout ramener à l'argent tout en exigeant que je revienne payer leurs factures. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allée me coucher.
Mais le sommeil était impossible. Mon esprit tournait à plein régime, reliant des points auxquels j'avais été aveugle pendant des années. J'avais payé le prêt immobilier de mes parents pendant 2 ans, leur prêt immobilier, leurs factures, leur paiement de voiture. Je payais le loyer d'Amber depuis 6 mois, même si elle avait un travail et gagnait de l'argent. De l'argent qui allait apparemment dans des vêtements et des sorties nocturnes pendant que je couvrais ses frais de subsistance de base. Je les avais tous soutenus pendant qu'ils dépensaient leur propre argent comme bon leur semblait. Et ce soir-là, ils avaient rendu très clair ce qu'ils pensaient de moi pour cela. Je n'étais pas leur fille ou leur sœur. J'étais leur distributeur automatique, leur compte en banque personnel qui ne nécessitait pas de code PIN. Le lendemain matin, c'était comme se réveiller dans un monde différent. Mon téléphone vibrait encore de notifications, 47 appels manqués, 62 SMS. Les messages étaient tous des variations sur le même thème. Reviens et paie. Tu nous as embarrassés. C'est ta responsabilité. Je les ai tous supprimés sans même en lire la plupart. Je préparais mon café quand mon téléphone a vibré avec une notification Venmo. Une demande de paiement de maman pour $1500. La note disait « Cadeau de dîner d'anniversaire ». J'ai littéralement ri aux éclats. Un cadeau. Ils voulaient que je paie pour un dîner que je n'avais pas mangé et que j'appelle ça un cadeau pour eux. L'audace était presque impressionnante. J'ai ouvert l'application Venmo et j'ai appuyé sur le bouton de refus. C'était incroyable. 15 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché à l'écran, et pendant un instant, j'ai envisagé de laisser sonner. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Peut-être étais-je curieuse de voir quelle nouvelle tactique de manipulation elle essaierait. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle crié avant que je puisse même dire bonjour. As-tu complètement perdu la tête? Tu nous as embarrassés, ton père et moi, hier soir. On ne pouvait même plus regarder notre famille dans les yeux après le coup que tu as fait. J'ai versé mon café et me suis assise à ma table de cuisine, surprise de mon calme. Quel coup? Ne pas payer pour un dîner auquel je n'étais pas invitée. Tu étais invité. On a juste avancé l'heure parce que les gens avaient faim et on a tous décidé à la réunion de famille que tu t'occuperais de la note. Quelle réunion de famille? Ai-je demandé. Quand y ai-je été invitée? Ça n'a pas d'importance, a-t-elle claqué. Tout le monde sait que tu peux te le permettre. Tu gagnes plus d'argent que n'importe lequel d'entre nous. C'est ce que fait la famille, Andrea. J'ai pris une gorgée de mon café, m'émerveillant de la différence de cette conversation par rapport à toutes les autres que nous avions eues au fil des ans. Pour la première fois, je ne me démenais pas pour m'excuser ou trouver des excuses ou comprendre comment résoudre la crise qu'ils avaient créée. Non, maman. C'est ce que tu m'as fait faire, mais j'en ai fini d'être ton distributeur automatique. J'en ai fini de tout payer pendant que vous dépensez tous votre propre argent comme bon vous semble. Je ne suis plus votre sponsor financier. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil pendant quelques secondes. Puis la voix de maman s'est adoucie, prenant ce ton manipulateur que j'avais entendu 1000 fois auparavant, celui qu'elle utilisait quand elle voulait me faire sentir comme une enfant faisant une crise de colère. Chérie, tu ne penses pas ça. Écoute, je sais que tes sentiments ont été blessés hier soir. Tout le monde buvait et plaisantait. Tu sais comment sont les réunions de famille. On ne voulait rien dire de mal. Tu es beaucoup trop sensible à ce sujet. Trop sensible. Voilà. La réponse classique de quelqu'un qui a été pris en train de mal vous traiter. Retournez la situation et vous faire porter le chapeau pour avoir des sentiments à ce sujet. Trop sensible, ai-je répété. Vous avez avancé le dîner d'anniversaire de mes parents sans me le dire, vous vous attendiez à ce que je paie le repas de tout le monde, puis vous avez fait des blagues sur le fait de m'utiliser pour de l'argent, et c'est moi qui suis trop sensible. Andrea, arrête d'être si dramatique. Fais juste le virement et on pourra oublier que tout ça est arrivé. Je lui ai raccroché au nez. Dans les 5 minutes, elle rappelait. J'ai refusé l'appel et bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué le numéro de papa, puis celui d'Amber. Mais ils n'ont pas abandonné facilement.
Des numéros inconnus ont commencé à m'appeler toutes les 10 minutes. Dès que j'entendais l'une de leurs voix, je raccrochais et bloquais ce numéro aussi. J'ai dû bloquer 8 numéros différents ce matin-là. Puis ma tante Gwendaline a appelé de son téléphone. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Andrea, c'est tante Gwendaline. Écoute, j'étais là hier soir. Peut-être que les choses ont un peu dérapé, mais ce n'est pas une raison pour couper les ponts avec toute ta famille. Tante Gwendaline, dis-je, laisse-moi te demander quelque chose. Combien d'argent as-tu donné à mes parents l'année dernière? Combien de ton argent as-tu dépensé pour leurs factures, leurs prêts immobiliers, leurs paiements de voiture? Silence. C'est bien ce que je pensais. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est normal que je le fasse, n'est-ce pas? Parce que je gagne bien ma vie et que je n'ai pas d'enfant. Andrea, tu as du succès. C'est naturel que tu veuilles aider ta famille. Aider est différent d'être utilisé, ai-je dit. Dis à mes parents et à Amber d'arrêter d'essayer de me contacter. J'en ai fini avec tout ça. J'ai raccroché et bloqué son numéro aussi. Après ça, les appels ont cessé. La maison est devenue silencieuse d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Personne ne demandant de l'argent, personne ne me demandant de payer des factures, personne ne me faisant culpabiliser d'avoir un travail décent. J'ai passé le week-end à nettoyer mon appartement, quelque chose que je n'avais pas eu le temps de faire depuis des mois parce que je m'occupais toujours d'une crise financière familiale. Je suis allée faire les courses sans m'inquiéter d'avoir assez d'argent pour le loyer de quelqu'un d'autre. Je me suis même acheté une bonne bouteille de vin, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années parce que chaque dollar de rechange allait aux dépenses de ma famille. Le dimanche soir, j'ai réalisé quelque chose de remarquable. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années, comme si j'avais porté un poids énorme et que je l'avais enfin déposé. J'ai pensé à tout l'argent que je leur avais donné au fil des ans. Les paiements de la maison quand papa était entre 2 emplois pendant 6 mois. Les factures de réparation de voiture. Les frais de scolarité d'Amber même si elle avait des prêts étudiants. Sa caution d'appartement et son premier mois de loyer. Les vacances qu'ils avaient prises en Floride l'année dernière. Des vacances que j'avais financées mais auxquelles je n'étais pas invitée. Des milliers et des milliers de dollars. De l'argent que j'aurais pu économiser ou utiliser pour ma propre vie. De l'argent que j'avais donné parce que je pensais que c'était ce que les familles font les unes pour les autres. Mais quand était la dernière fois qu'ils m'avaient aidé pour quoi que ce soit? Quand j'étais malade de la grippe l'année dernière, est-ce que quelqu'un m'a apporté de la soupe ou des médicaments? Quand je travaillais 70 heures par semaine sur ce gros projet, est-ce que quelqu'un a demandé si j'avais besoin de quelque chose? La réponse était non. Parce que dans leur esprit, j'existais pour donner, pas pour recevoir. J'avais du succès, donc je n'avais pas besoin d'aide. Je n'avais pas d'enfant, donc je ne méritais pas de sympathie. Je gagnais bien ma vie, donc je leur devais quelque chose. 3 mois se sont écoulés dans un silence béni. 3 mois à garder mon argent pour moi. 3 mois à n'être la banque personnelle de personne. Mon compte d'épargne est devenu plus gros qu'il ne l'avait jamais été. Je mettais de l'argent de côté pour la première fois depuis l'université. J'ai acheté de nouveaux meubles pour mon appartement. J'ai fait un week-end à la montagne juste parce que j'en avais envie. Pour la première fois depuis des années, je vivais ma propre vie au lieu de financer celle de tout le monde. Ces 3 mois de paix se sont terminés par un appel téléphonique qui a tout changé. Je me préparais pour le travail un mardi matin quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Normalement, j'aurais laissé sonner, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Mademoiselle Andrea Parker, ici Jennifer du service de recouvrement de la banque Chase. Je vous appelle au sujet de votre compte de carte de crédit en souffrance se terminant par 47.92. Vous avez actuellement 2 mois de retard sur les paiements. J'ai arrêté de me brosser les dents. Pardon? Quoi? Je n'ai pas de carte de crédit Chase. Selon nos dossiers, vous avez demandé une carte Chase Freedom il y a 2 mois. Le compte affiche un solde de 20 847 $ et vous avez manqué vos 2 derniers paiements minimum. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'est impossible.
Je n'ai jamais demandé de carte de crédit chez Chase. Ce doit être une erreur. Laissez-moi vérifier quelques informations avec vous, a dit la représentante. La demande montre une adresse e-mail qui a été utilisée pour la configuration du compte. Elle a lu une adresse e-mail et mon estomac s'est noué. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était l'adresse e-mail d'Amber. Ce n'est pas mon email, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Cet email appartient à ma sœur. Je vois. Eh bien, la demande montre cette adresse email ainsi que votre numéro de sécurité sociale et votre adresse personnelle. Je vais vous envoyer les documents de la demande par email tout de suite pour que vous puissiez les examiner. J'ai raccroché et j'ai immédiatement vérifié mes emails. Les documents sont arrivés 5 minutes plus tard, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, mais l'adresse email d'Amber était indiquée comme contact. Au bas de la demande se trouvait une signature qui ressemblait à la mienne, mais quelque chose clochait. Et le numéro de téléphone indiqué n'était pas le mien non plus. J'ai parcouru les relevés de compte avec une horreur croissante. La carte avait été utilisée dans des restaurants, des magasins de vêtements, des magasins d'électronique. Quelqu'un avait acheté un iPhone à 8 cents $, dépensé 5 cents$ dans un steakhouse chic, fait plusieurs achats dans des magasins de vêtements de marque, 20 000 $ en 2 mois. La date de la demande m'a glacé le sang. La carte avait été ouverte exactement un mois après le dîner d'anniversaire au Belanti, un mois après que j'ai refusé de payer leurs factures et que je les ai coupées financièrement. Mes mains tremblaient tandis que la réalisation me frappait. Quand ils ont perdu l'accès à mon argent, ils ont décidé de le prendre quand même en ouvrant une carte de crédit à mon nom en utilisant mes informations personnelles. Ma propre sœur avait usurpé mon identité et ouvert une carte de crédit à mon nom. J'ai rappelé Chase immédiatement. C'est Andrea Parker. Je viens d'examiner les documents que vous m'avez envoyés. C'est définitivement une fraude. Quelqu'un a utilisé mon identité pour ouvrir ce compte. Je comprends. Nous aurons besoin que vous déposiez un rapport de fraude et que vous fournissiez des documents. En attendant, le compte reste à votre nom et le solde est toujours de votre responsabilité jusqu'à ce que nous terminions notre enquête. Combien de temps cela prend-il ? Généralement de 30 à 60 jours. Je vous recommande de déposer également une plainte à la police pour usurpation d'identité. Après avoir raccroché avec Chase, je me suis assise dans mon appartement, regardant ces relevés. 20 000 $, de l'argent dépensé en vêtements, en dîner et en électronique pendant que je travaillais d'arrache-pied pour me construire une vie. Et ils avaient fait ça pour se venger du fait que j'ai coupé leur source de revenus. J'ai attrapé mes clés de voiture. Il était temps d'avoir une conversation avec mes parents. J'ai conduit jusqu'à leur maison pour la première fois en 3 mois, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Maman a ouvert la porte et son visage est passé par environ 5 expressions différentes en me voyant. « Andrea, qu'est-ce que tu fais ici ? Nous devons parler maintenant. » Je l'ai poussé pour entrer dans le salon où papa regardait la télé. Il a levé les yeux, surpris. « Regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence, » dit-il sarcastiquement. J'ai sorti les documents bancaires et je les ai jetés sur la table basse. Amber a ouvert une carte de crédit à mon nom. Elle a falsifié ma signature et usurpé mon identité. 20 000 $. Maman a ramassé les papiers et les a regardés. Son visage ne montrait aucune surprise, et c'est là que j'ai su. Tu étais au courant, dis-je en regardant son expression. Tu savais et tu as laissé faire. Andrea, calme-toi. On peut t'expliquer. Expliquer ? Elle a commis une fraude. Papa a coupé le son de la télé et s'est tourné vers moi. On avait besoin de l'argent. C'était le moyen le plus simple de l'obtenir sans déranger personne. Sans déranger personne ? Vous m'avez volé. Maman s'est assise et a joint les mains comme si elle allait avoir une conversation raisonnable. Chérie, tu as un bon salaire. Tu peux gérer ça. On a utilisé la carte pour payer quelques factures de la maison, on est sorti manger quelques fois, et Amber s'est acheté des choses dont elle avait besoin. Des choses dont elle avait besoin ? Je les ai regardés tous les deux.
Il y a 800 $ ici pour un iPhone. Son ancien téléphone était cassé, a dit maman d'un air dédaigneux. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Êtes-vous fou? C'est une usurpation d'identité. C'est une fraude. Je pourrais vous faire tous arrêter. Oh, s'il te plaît, a dit maman en agitant la main. Ne sois pas si dramatique. Ce n'est que de l'argent. Tu le rembourseras en quelques mois et tout ira bien. Je le rembourserai? Je n'ai pas dépensé cet argent. Papa s'est penché en avant. Écoute, on t'a donné une leçon sur le refus d'aider ta famille. Maintenant, tu dois payer que ça te plaise ou non. Peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de nous quitter. C'est là que ça m'a frappé. Ils avaient commis une fraude pour me punir de ne pas avoir payé une note de restaurant. Ils avaient usurpé mon identité parce que je m'étais enfin défendu. Cette conversation est terminée, dis-je en ramassant les documents sur la table. Et notre relation aussi. Ne sois pas ridicule, a crié maman alors que je me dirigeais vers la porte. Nous sommes une famille. La famille, ça ne se vole pas entre membres, ai-je crié en retour. J'ai conduit directement au cabinet d'avocat de mon ami William. Nous nous connaissions depuis le lycée, et je lui faisais plus confiance qu'à quiconque. Mon Dieu, Andy, dit-il après avoir tout lu. C'est une fraude grave. Usurpation d'identité, documents falsifiés, utilisation non autorisée de crédit. Tu pourrais certainement porter plainte au pénal. Quelles sont mes options? Eh bien, tu pourrais aller à la police tout de suite et déposer une plainte. Il les arrêterait probablement tous les 3. Ou tu pourrais intenter une action civile en dommages et intérêts. Il se pencha en arrière dans sa chaise. Ou nous pourrions d'abord leur envoyer une lettre. Voir s'ils sont prêts à payer la restitution avant d'impliquer les forces de l'ordre. Que recommanderais-tu? Laisse-moi rédiger une lettre de mise en demeure formelle. On leur donnera 60 jours pour rembourser la totalité du montant. S'ils ne le font pas, alors tu pourras décider si tu veux engager des poursuites pénales ou les poursuivre au civil. Fais-le. William a travaillé sur la lettre pendant 2 jours. C'était 3 pages de langage juridique qui disaient en gros, remboursez les 20 000 $ ou faites face à des poursuites pénales et à un procès civil. Il l'a envoyé par courrier recommandé à l'adresse de mes parents. Les appels téléphoniques ont commencé immédiatement après que mes parents aient reçu la lettre de William. D'abord, maman a appelé en hurlant que j'étais vindicative et avide. Puis, papa a appelé en disant que je détruisais la famille pour de l'argent. Puis, Amber a appelé en pleurant, disant qu'elle n'avait pris qu'une petite somme et que j'en faisais toute une histoire. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. Quand j'ai finalement écouté les messages, ils étaient tous des variations sur le même thème. J'avais tort. J'étais cruelle. Je déchirais la famille pour un peu d'argent. Un peu d'argent. 20 000 $, c'était un peu d'argent pour eux. Pendant les 2 semaines suivantes, ils ont continué à essayer différents numéros de téléphone pour me joindre. Différents parents ont appelé, tous essayant de me convaincre d'abandonner l'action en justice. Tous utilisant les mêmes arguments. J'avais du succès, donc je devais juste laisser tomber. La famille n'implique pas les avocats. J'étais trop dure. Aucun d'entre eux n'a proposé d'aider à rembourser l'argent qu'ils trouvaient si insignifiant. Puis, le 58e jour de l'échéance de 60 jours, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Un virement Venmo de 20 000 $ de mon père. J'ai regardé l'écran, incrédule. Il l'avait vraiment fait. Il m'avait remboursé. J'ai immédiatement appelé la banque Chase et j'ai remboursé la totalité du solde de la carte de crédit. Puis je leur ai fait fermer le compte définitivement. Je n'ai jamais su où mes parents avaient trouvé l'argent. Ma meilleure supposition est qu'ils ont contracté un prêt ou emprunté à quelqu'un d'autre. Je m'en fichais. Ce n'était plus mon problème. Après ça, il y a eu un silence complet. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visite surprise. Pour la première fois de ma vie d'adulte, ma famille m'a laissé tranquille. Les mois ont passé. J'ai économisé plus d'argent que jamais auparavant.
J'ai pris des vacances en Europe, seule. J'ai acheté une nouvelle voiture. J'ai commencé à investir dans des comptes de retraite. Pour la première fois, mon argent était vraiment à moi. Juste avant Thanksgiving, j'ai reçu un email d'Amber. L'objet était « Invitation au dîner de famille ». « Salut, Andy », disait-il. On fête Thanksgiving chez maman et papa cette année. Ce sera comme quand on était enfant. J'espère que tu pourras venir. Bisous, Amber. Je l'ai lu 2 fois et j'ai commencé à rire. Ils voulaient que les choses redeviennent comme avant, quand j'étais leur source de financement fiable. Mais ces jours étaient révolus. J'ai supprimé l'email sans répondre. Une semaine avant Noël, un colis est arrivé à ma porte. À l'intérieur se trouvait une paire de baskets que je voulais depuis des mois, ainsi qu'une invitation au dîner de Noël. J'ai regardé les baskets. Elles étaient exactement de la bonne taille et de la bonne couleur. Quelqu'un avait prêté attention à ce que je voulais. Pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Peut-être qu'il se souciait vraiment de moi pour autre chose que comme une source d'argent. J'ai gardé les baskets, mais je ne suis pas allée au dîner de Noël. Au lieu de cela, j'ai acheté de petits cadeaux pour chacun d'eux et je les ai fait livrer. Rien de cher, juste des cadeaux symboliques pour marquer la fête. Mais je suis restée à la maison et j'ai passé Noël seule. C'était paisible. Maintenant, près d'1 an plus tard, je vis une vie complètement différente. Personne n'appelle pour demander de l'argent. Personne ne me culpabilise pour payer des factures qui ne sont pas les miennes. Personne ne me traite comme un distributeur automatique ambulant. Mon compte d'épargne a plus d'argent qu'il n'en a jamais eu. Je prévois d'autres vacances, peut-être au Japon cette fois. Je pense à acheter une maison. J'ai entendu par des amis communs qu'Amber s'est ressaisie. Elle a pris un 2e emploi et a commencé à aider maman et papa avec leurs factures. Apparemment, quand ils ne pouvaient plus compter sur moi, ils ont trouvé comment gérer leurs propres finances. Qui l'eût cru ? Je ne suis pas prête à me réconcilier avec eux pour l'instant. Peut-être que je ne le serai jamais. La confiance est brisée d'une manière qui pourrait être impossible à réparer. Ils ne m'ont pas seulement demandé de l'argent, ils l'ont volé. Ils n'ont pas seulement blessé mes sentiments, ils ont commis des crimes contre moi. Mais je ne les déteste pas non plus. Je ne les veux juste pas dans ma vie en ce moment. Peut-être qu'un jour ça changera. Peut-être qu'un jour ils comprendront ce qu'ils ont fait de mal et s'excuseront vraiment. Ou peut-être pas. Et c'est bien aussi. Parce que j'ai appris quelque chose d'important. La famille n'est pas censée être transactionnelle. L'amour n'est pas censé avoir un prix. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner des gens qui ne vous voient que comme un compte en banque avec des jambes. Merci d'avoir écouté et si vous aimez cette histoire, partagez-la avec d'autres. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de poser des limites et de reconquérir votre estime de soi. Parfois, notre plus grande force se manifeste au moment où nous cessons d'encourager ceux qui nous tiennent pour acquis.